nous basculons, je vous l'avais dit Caroline, la psycho, la socio, tout ça, on va s'en éloigner. C'est normal, on est dans le temple du droit. Et évidemment, vous avez très très bien traité ça. On va continuer sur ce sujet. Alors comme je disais, choisir c'est renoncer. Le cocktail, on est bien d'accord, il n'est pas question de renoncer. La deuxième partie du débat, non plus. Alors on va faire court sur les questions, on va passer directement au sujet qui devait faire partie donc de cette séquence de questions, c'est la sécurisation de ces plateformes. Maître Michelet a fait une belle introduction sur cette sécurisation. On va repasser la parole à nos entrepreneurs pour savoir, lorsqu'ils ont créé, quelle était leur vision de, on va dire, du risque qu'ils prenaient et quel était le rapport employeur-employé qu'ils pensaient créer. Est-il un an après le même? Donc, risque, notion du risque. On redonnera la parole à Maître Michelet pour savoir si vous pouvez peut-être le garantir, ce risque, l'amoindrir ou pas. Mais en tout cas, quelle notion en avez-vous aujourd'hui? Et est-ce que votre relation employeur-employé a évolué depuis un an? Et après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On va simplement se limiter à 5 grosses minutes de questions. Donc, la première question, c'était quelle notion du risque j'avais quand on a lancé la société Crème de la Crème il y a 2 ans. Pour être tout à fait franc, on avait zéro notion. C'est-à-dire que nous, notre démarche d'entrepreneur, c'est une démarche qui consiste à ne savoir rien ou presque rien d'un marché et d'y aller de manière très naïve et d'essayer avec un nouveau regard et de voir ce qui va en découler, voir ce qu'on va réussir à créer, etc., en n'y connaissant rien. Et en fait, on ne connaissait pas grand-chose du monde du travail, pas grand-chose de l'auto-entrepreneuriat, et on y est allé parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était le concept de transmission de savoir générationnel, le fait de savoir que d'être convaincu que des jeunes pouvaient utiliser leurs compétences dans le milieu de l'entreprise, ça, c'était le concept qu'on voulait prouver. Ce qui gravite autour de ça, les risques, le droit, le juridique, la finance, on n'en savait pas grand-chose. Donc après, on n'est pas bête, mais on a appris sur le tas, mais on n'avait aucune notion. Après, petit à petit, dès qu'on a lancé l'entreprise et qu'on a eu 1 client, 2 clients sans étudiants, on s'est vite fait accompagner d'un avocat avec qui on travaille encore aujourd'hui. On a appris toutes les questions juridiques sur le tas. Quels sont les risques liés au statut auto-entrepreneur? Quels sont les risques liés à la requalification de contrat de travail? On a appris ça sur le tas. Maintenant, on pense être assez rodé sur le sujet. On connaît quels sont les risques et comment les éviter. Voilà, donc tout ça, c'est appris sur le tas de notre côté. Et aujourd'hui, on a une plateforme qui est hermétique à tout risque ou presque, parce que la relation de travail qu'il y a sur notre plateforme, il n'y a aucune subordination entre la personne qui souhaite externaliser un projet et la personne qui va réaliser ce projet. Tout est libre dans cette relation. Les étudiants choisissent ou non de réaliser tel ou tel projet pour le prix qui leur convient, pour les heures qui leur conviennent. Voilà, donc on est sur une démarche très libre qui fait qu'on ne s'inscrit pas dans le champ de risque qu'il pourrait y avoir avec le statut auto-entrepreneur et les problèmes liés à la requalification de contrat de travail. Avant d'aborder la deuxième partie, j'ai une question. Quel est le statut de la plateforme, le statut juridique? Alors la société est sous le SAS. C'est une SAS. Et vous êtes salarié? On est salarié de notre propre entreprise. Bon, très bien. Merci. Vous n'avez pas choisi le statut d'auto-entrepreneur ou de BNC éventuel, qui aurait été possible? Non, la SAS, c'est le statut le plus simple aujourd'hui pour démarrer une start-up en France. Vous pouvez constituer une SAS en quelques heures pour 1 euro de capital social. Donc c'est assez libre, c'est une manière très simple de démarrer son entreprise aujourd'hui. Et donc, traduit autrement ma question, quel est le rôle que vous voyez en tant qu'employeur jouer vis-à-vis de tous les entrepreneurs? Je dis le rôle que vous devez jouer en tant qu'employeur. Si vous voulez, nous, on ne travaille pas avec des auto-entrepreneurs directement. On a 8 salariés dans l'équipe. On ne travaille pas avec des auto-entrepreneurs. Et du coup, on connaît les problématiques parce qu'on est sur ce domaine-là, mais on ne travaille pas avec des auto-entrepreneurs. Du coup, la relation, on ne la vit pas au quotidien. On travaille avec des salariés. La deuxième question, elle est pour qui? Madame. Il faudrait un étudiant qui fasse circuler le micro, s'il vous plaît. Oui, ils sont notés. Vos étudiants sont notés par les clients. Pouvez-vous présenter, madame, s'il vous plaît? Oui, Claudine Page, conseillère à la Chambre sociale à Toulouse. Bonjour.
vos étudiants sont notés par les clients, mais vous exercez un pouvoir de subordination dans la mesure où vous pouvez les déréférencer. Donc c'est une sanction à leur égard. Ils sont notés, on ne les déréférence pas. De la même manière que sur... Votre associé tout à l'heure a parlé Au niveau du ranking et des notes, c'est ça ? Oui. En fait, c'est clairement une pression positive, si vous voulez. C'est aussi en faveur du client. Chez nous, les étudiants en fait choisissent leur mission. Si vous avez aucune espèce de retour sur la qualité du livrable, vous n'avez aucun moyen en fait d'être sûr que l'étudiant n'y va pas les yeux fermés. Donc il y a cette pression en fait qui, en plus derrière, lui permet d'accumuler justement de l'expérience qui est donc chiffrable avec des notes, avec des recommandations, qui va pouvoir du coup rassurer le client, le prochain client qu'il va démarcher sur la plateforme. C'est un peu comme sur Airbnb, c'est une manière aussi de savoir à qui vous avez affaire. Il faut savoir que le ranking sur les plateformes d'intermédiation, c'est quelque chose de super important. L'idée ici, c'est pas non plus de punir, mais c'est aussi de permettre aux gens sur la plateforme de savoir avec qui on travaille. Sans quoi, voilà, même dans la vraie vie, c'est pas aussi simple que ça. Maintenant, la notation est livrée aux clients. On a encore jamais eu de soucis jusqu'à aujourd'hui concernant les notations. Je me demande si la question, c'était pas si un étudiant est très mal noté, est-ce qu'il est rayé de la plateforme ou pas ? Du tout. Pas du tout. C'est juste qu'il va devoir un petit peu plus argumenter sur le prochain client. Oui, bonjour. Alors, après le juge, la police, Mathieu Desgy, inspecteur du travail. Je voulais avoir une question. On a un bon avocat. Hein. Pardon ? Vous avez un bon avocat. Très bien. Une question simple. Est-ce que vous regardez les missions qui sont proposées ou qui sont soumises aux étudiants ? Voilà, en termes de faisabilité, je vais prendre un exemple. Vous avez pris l'exemple, voilà, il y a un PowerPoint à faire pour une réunion, le matin pour le soir, je n'ai pas le temps, donc je vous le soumets. En termes de faisabilité, ça me paraît très court en termes de timing. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que vous exercez un regard sur les projets que vous proposez, ou du moins que vos clients proposent aux étudiants ? La réponse est oui. On a une approche qualitative en fait quand on réceptionne les missions. Donc disons chaque matin il y a 50 missions qui attendent d'être validées. On ne valide que celles qui sont pertinentes et surtout celles qui sont intéressantes. En fait, comme on le disait tout à l'heure, pourquoi on a créé cette entreprise, c'était parce qu'on en avait marre que des étudiants très qualifiés étaient dehors en train de distribuer des flyers alors qu'ils avaient étudié des années sur un certain domaine d'expertise et qu'on pensait qu'ils devraient réinvestir ses compétences. Donc aujourd'hui, quand il y a des missions sur la plateforme qui consistent à aller distribuer des choses dehors ou aller livrer des pizzas en vélo, on ne va pas valider ces missions. En revanche, s'il s'agit d'études de marché, s'il s'agit de choses intéressantes, des analyses, etc., là, bien sûr, ces missions sont acceptées et elles font le bonheur de nos étudiants. Oui, c'est clairement contrôlé. C'est un gage de qualité de la marque Crème de la Crème, mais au même titre que les autres plateformes aujourd'hui dans l'économie collaborative, il y a un gage de qualité à observer et c'est comme ça qu'on construit une belle image de marque. Oui. Bonjour, je suis enseignant chercheur à TBS. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vos étudiants travaillent souvent pour les mêmes clients ? La réponse est non. En fait, il y a tellement de... Fais gaffe. En toute franchise, la réponse est non. Il y a tellement de clients aujourd'hui, on en est très content, tellement de clients et tellement d'étudiants qu'un étudiant ne va que très rarement travailler plusieurs fois pour le même client. Et quand bien même un étudiant pourrait retravailler 2 fois, 3 fois, 4 fois pour le même client, on peut vous assurer que pendant le même temps, il va travailler pour d'autres clients. Il n'y a pas de client unique. En fait, c'est une des conditions générales de la plateforme et l'étudiant, dans une charte, que l'étudiant accepte lorsqu'il s'inscrit sur la plateforme, c'est de travailler pour divers clients et non pas se focaliser sur un seul client.
Et au-delà du nombre de fois qu'il va travailler avec le client, c'est surtout l'étudiant qui va définir vraiment la mission. Si le client va poser un besoin, l'étudiant va en délimiter en fait le contour et va proposer vraiment son tarif, et c'est lui qui va dire combien de temps il va travailler sur la mission. Maître, voilà, j'allais vous passer la parole, je pense que... Non, moi je ne veux pas faire de synthèse. Une question. Ah, non, il n'est pas question de synthèse, il est question de parler de protection de ces plateformes, si tant est qu'elles soient protégeables. Vous êtes très prudents tous. Vous n'avez pas posé la question qui, moi, me titille. L'argent, évidemment. Comment vous payez par rapport à ce travail? Peut-être que vous ne payez pas, c'est-à-dire que vous êtes simplement une interface salarié, collaborative, c'est-à-dire dans le souci de créer une super junior entreprise en relation des gens. Est-ce que vous prenez une redevance? Et deuxième chose, c'est quand un de vos étudiants doit faire tout à l'heure vous avez parlé de devis, doit remettre un travail, est-ce que c'est eux qui nous mettent en forme ou est-ce que c'est la plateforme qui les aide à mettre en forme les choses? Première réponse donc sur le business model, les étudiants nous reversent une commission de remerciement de 15%. Sur la deuxième question, ils sont complètement libres, il n'y a aucun template, les livrables ne sont pas du tout tamponnés crème de la crème. C'est leur livrable, c'est leur proposition commerciale, leur tarif, leur délai, leur endroit pour travailler, c'est voilà. Maître, peut-être que vous pouvez donner votre point de vue sur le conseil que vous pourriez donner à de tels clients pour sécuriser leurs entreprises, leur nouvelle forme d'entreprise. Non, je pense que la mieux placée pour donner un point. Non, leur présentation, mais là aussi, je veux dire, c'est un exercice. Nous, en matière de droit, on sait que le droit, Jean Carbonnier résumait la notion, c'est ni une science, le droit. oui, donc absolument. le droit évolue en permanence. Ce qui décrit, ce serait quoi? C'est une interface où chacun reste maître, entre guillemets, de son destin, fixe ses modalités de facturation, bon, etc. Là où ça nous chagrine un peu plus, c'est le caractère contraignant de la relation, ce qui a été soulevé tout à l'heure, la possibilité de déférencement, l'utilisation de moyens, c'est pas le cas puisque chacun travaille en direct avec le client final. Bon, il faut savoir que ce que nous appliquons là, que ce soit monsieur le policier, que ce soit les avocats, que ce soit madame le juge, c'est une technique qui s'appelle le faisceau d'indices. C'est le travail que fait le juge, c'est-à-dire qu'il prend une grille de lecture et selon une situation, ce qu'en droit on appelle les conditions de fait, c'est-à-dire qu'il va passer en revue un certain nombre de choses et par rapport à ça faire une interprétation. Sauf que quand vous cherchez quelque chose, que vous êtes persuadé dès le départ que cette personne est coupable, vous allez chercher obligatoirement à faire rentrer le rond dans le carré. Et la difficulté mais du pivot du contrat de travail salarié, c'est le thème de combat sur lequel ils peuvent être, c'est de dire attention, comme on est par rapport à cette représentation-là, vous allez tout faire pour nous faire rentrer dans ce cadre. Et le problème, il vient de ça. Moi, j'entends ce qu'il dit. L'aveuglement par la cible. Alors, vous ne nous parlez pas du tout depuis tout à l'heure de droit commercial. Au départ, c'est le droit des contrats qui joue. Oui, mais au-delà de ça, pour moi, la réponse, en tout cas c'est celle que je donne à mes clients, et je ne dirai pas vers quoi je les achemine, mais c'est plutôt vers le droit des structures. C'est-à-dire que c'est la structure et la façon dont va être géré le business qui va permettre effectivement de détourner ce risque de requalification. Et ça veut dire qu'il faut être en cohérence avec le discours. C'est-à-dire le discours, c'est je suis sur de l'économie collaborative. C'est comme la démocratie participative. C'est-à-dire que tout le monde va participer à la prise de décision. Bon. Et donc, derrière, ça ne veut pas dire que je ne me comporte pas comme un chef d'entreprise, sans payer le coût des salariés et sans me soumettre à des obligations qui, en fait, provoquent une distorsion de concurrence. Parce que derrière, il y a toutes ces problématiques-là. Là, tout à l'heure, l'inspection du travail est intervenue. Je dirais plus globalement, c'est la directe parce que ça implique des notions de concurrence aussi. Oui, voilà. C'est quelque part un monopole de fait. Blablacar ou Uber, c'est un monopole de fait. Une dernière question, je dis simplement qu'il va y avoir quand même le cocktail auquel vous pourrez approcher les stars qui sont au barreau et derrière l'estrade. Oui, allez-y, monsieur.
Non, on va laisser la parole au micro d'abord. Je vous passerai le micro après, monsieur. Excusez-moi. Bonjour, Vivien Bédos. Je suis en train de créer une entreprise dans le domaine du médical. Alors, ma question, c'est que je constate dans votre plateforme que, du coup, vous permettez à des étudiants pas encore diplômés de travailler dans leur domaine d'études. Je pose cette question, on est dans une faculté, donc ça va être sensible, je pense, de répondre. Mais est-ce qu'on peut, du coup, imaginer qu'on bypasse finalement l'obtention du diplôme, voire même les facultés, si des étudiants qui proposent des conditions intéressantes se mettent à pouvoir travailler comme ils l'entendent, se diront, ma foi, pourquoi finir mon diplôme ? Peut-être. Est-ce qu'on peut imaginer finalement, voilà, bypasser le système puisque on accepte de donner la crédibilité sans le diplôme ? Voilà, c'est un peu ça ma question. En fait, les étudiants ne vont pas faire ça pour en vivre. En fait, la principale motivation d'un étudiant chez nous qui réalise des missions, c'est d'avoir de plus en plus d'expériences significatives sur son CV pour ensuite obtenir un meilleur emploi. Un constat qu'on s'est fait, nous, c'est quand on était étudiant, durant notre cursus, on n'allait faire que 3 stages, alors que la compétition sur le marché de l'emploi, après, même si vous avez fait HEC Paris, la compétition, elle est rude. Et si vous n'avez pas des expériences significatives, vraiment intéressantes sur votre CV va passer à la trappe. Donc le constat, c'était de permettre à n'importe quel étudiant d'avoir de plus en plus d'expérience sur son CV pour arriver dans un entretien et dire « regardez ce que je sais faire ». Voilà, regardez ce que je sais faire. Donc c'est simplement le fait de prouver ses compétences via de la prestation, via du travail, et de montrer la valeur de chaque personne. Notre service n'a pas vocation à faire vivre des personnes. C'est une activité secondaire à côté des études, il faut bien le préciser. D'accord, mais du coup concrètement, les meilleurs des étudiants, ceux qui utilisent le plus votre plateforme, vous avez une idée des revenus que ça peut leur faire par mois ? Je parle pour les plus hauts, pour voir si on avoisine quand même quelque chose de... On n'a pas vraiment les chiffres, vu que c'est eux-mêmes qui tarifent. Maintenant, ils vont gagner un certain... Allons. Qui c'est qui facture ? Vous faites une règle de 3 par rapport aux 15% que vous percevez. Voilà. Non mais, bien évidemment. C'est juste que là, je vais vous dire, par exemple, par vertical, je vais vous dire le prix moyen d'un développeur informatique et d'un type qui fait du design, ça va pas être la même chose. Maintenant, c'est pas une histoire d'argent. Si vous allez à 42, les types, ils sont en école et ils font facilement 3 000 € par mois. C'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de... Qu'est-ce que j'arrive à faire avec un client ? Est-ce que je sais faire une facture ? Il faut dire aujourd'hui que quand on a lancé la boîte, on apprenait à des HEC Paris de faire une facture. Donc ça peut sembler être rigolo, mais l'idée n'est pas non plus de dire j'ai des compétences, j'ai terminé. L'idée c'est de se dire qu'il y a tout un monde derrière. Savoir parler avec un client, faire une proposition commerciale, combien je coûte à l'heure, où je me situe sur le marché, quel bilan de compétences je peux en avoir, qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui en 2016. C'est des problématiques auxquelles on résout aujourd'hui, auxquelles on répond aux étudiants qui sont complètement perdus dans un système où on essaie de leur faire comprendre que leur diplôme vaut leur valeur intrinsèque. C'est complètement faux. Merci. Et aujourd'hui, ça leur permet de savoir où ils en sont. On va juste prendre la dernière question et après on enchaîne. Oui, simplement, je suppose que vous démarchez vous-même les entreprises. Ça vous arrive de faire les démarcher pour leur dire nous, on vous propose tel travail. On peut vous faire ça. Est-ce que vous faites cette démarche ? Et d'autre part, je voulais savoir si les stagiaires arrivent à valoriser leur travail dans le cadre des stages qui leur sont imposés dans leur cursus scolaire. Alors, pour répondre à la première question, comme toute entreprise qui a l'obligation de payer ses employés, on a une équipe de commerciaux qui nous permet d'aller chercher plus de clients pour gagner plus de revenus et employer plus de monde. Donc oui, on a une équipe de commerciaux qui va aller chercher des clients. Ça, c'est qu'une partie de l'activité commerciale, puisque plus de 80% de nos clients viennent chez nous via le bouche à oreille, via les réseaux sociaux, etc. Donc on ne va pas les démarcher. La plupart de nos clients viennent parce qu'ils connaissent la marque et on n'a pas besoin d'aller les démarcher. La seconde question, qui était sur les stagiaires, on a... Oui. Mais c'est quoi un stagiaire ? Un stagiaire chez nous ou un auto-entrepreneur ? Vous avez bien des stages dans votre cursus, je pense que c'est 5 ans, à peu près, la formation des étudiants. Les étudiants, ouais. Il y a un stage à faire à l'entreprise pour valider une partie du cursus scolaire. Donc ça se fait dans les écoles d'ingénieurs ou autres. Est-ce que ça, je ne sais pas comment ça se passe. Chez nous, chez Crème de la Crème ? Non, dans les masters. Ok. Ouais, est-ce qu'il doit faire des stages ? Oui. Il peut valoriser son travail dans le cadre d'un stage en entreprise. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. C'est une expérience comme une autre. Hein. Oui, bien sûr. Okay.
On peut penser même que ayant pris le statut d'auto-entrepreneur au cours de ses études est un élément valorisant lors de l'entrée sur le marché du travail. Alors, j'ai plein de questions d'ordre plus philosophique envers nos deux entrepreneurs. Moi, j'en ai une assez concrète. Si, par un quelconque tsunami juridique, vous ne pouvez plus utiliser le statut d'auto-entrepreneur pour vos auto-entrepreneurs, mais que l'on vous impose à passer au salariat, hein, est-ce que vous continueriez l'aventure ? Le scénario que vous me décrivez me paraît peu probable. En fait, aux États-Unis, il y a bientôt 1 personne sur 2 dans la population qui est self-employed, donc auto-entrepreneur. 1 personne sur 2. C'est une tendance lourde mondialement. C'est une tendance très lourde. En Europe, d'ici 2020, on sera 35% de freelance, donc auto-entrepreneurs, 35% de la population européenne, c'est énorme. La tendance est juste incroyable et stupéfiante, et je le vois mal le statut auto-entrepreneur mourir. Sinon, muter sous d'autres formes, mais le freelancing est une des plus fortes tendances liées au mode de travail aujourd'hui. Okay. Merci. En tout cas, c'est un début de réponse par rapport à la question d'après que je souhaitais vous poser, mais je vais laisser Madame Amogelat vous interroger. Non, je ne souhaitais pas vraiment interroger. En fait, ma question, elle est différente. Donc, on est en présence d'un raz-de-marée, auto-entrepreneuriat, etc. Notre problème en France, c'est que c'est le régime général qui finance l'essentiel de la protection sociale pour la plupart des personnes. Et je me demandais finalement s'il n'était pas temps de poser un problème de la sécurité sociale et puis peut-être aux législateurs ou à la jurisprudence, je ne sais pas trop, de revoir les critères d'affiliation au régime général, parce qu'on va s'orienter, je pense, vers... Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement que de trouver un statut intermédiaire comme les NINI. On parle des parasubordonnés, les NINI dans d'autres pays. Mais effectivement, il faudra qu'on résolve ce problème de protection sociale qu'on a en France, parce que si on n'a que des gens qui cotisent au RSI, tout notre château de sécurité sociale, enfin de protection sociale, s'effondre. Donc pour vous, ce n'est pas un effet de balancier, mais c'est vraiment une tendance durable qu'il va falloir gérer dans toutes les implications. D'accord.